Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Démolition des résidences universitaires KISS et Hassan II de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres ce mercredi. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Cri de détresse de la population face à la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Vous suivrez le ras-le-bol dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de retour ce jeudi dans son pays après 10 années. Un retour attendu par ses partisans mais critiqué par les victimes de la guerre. Bienvenue à toutes et à tous. En conclave ce mercredi, le Conseil des ministres a décidé de démolir les résidences universitaires KISS et Hassan II. La rénovation de l'aéroport international Benadé-Antilles de Cotonou est aussi hâtée. Suivez ici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. Les cadres du ministère des enseignements secondaires étaient en conclave ce mercredi. C'était un atelier d'appropriation et de prévalidation du document de la politique manuelle scolaire présidé par le secrétaire général du ministère. Il est l'un des compartiments du projet soutien à l'enseignement secondaire. Cano François Ngmederintor, Damien Pedro.
Depuis 2018, le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une politique du manuel scolaire vu les nombreuses difficultés auxquelles le sous-secteur de l'enseignement secondaire est confronté. Cela se traduit par l'inexistence d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. D'où la justification de la tenue de cet atelier d'appropriation et de prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire, comme le précise ici le secrétaire général du ministère, André Adagnorsi. Le document objet du présent atelier de prévalidation s'inscrit dans ce même registre. Il vise à combler les lacunes existantes dans sa philosophie, dans le mécanisme de production, d'édition, de distribution, d'utilisation et d'évaluation des manuels scolaires dans le sous-secteur. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. James Agbo, coordonnateur du projet SENS, entendé projet soutien à l'enseignement secondaire, a rappelé le soutien dont le projet a bénéficié de la part de l'Agence française de développement AFD. Le ministère, à travers le projet SENS, qui est le projet soutien à l'enseignement secondaire, a bénéficié de la part de l'Agence française de développement un financement dont la composante 1 a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système. Ensuite, le secrétaire général du ministère a tenu à notifier également le long processus qui a abouti à l'élaboration du document objet des présentes assises. Premièrement, il y a eu la mise en place du comité de rédaction de la politique du manuel scolaire par note de service. Deuxièmement, l'élaboration du draft de la politique de manuel scolaire par le comité mis en place. Et troisièmement, l'assurance qualité du document par un expert recruté par le projet soutien à l'enseignement secondaire, projet SENS financé par l'Agence française de développement AFD. C'est alors le moment de témoigner au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les remerciements de la nation à l'Agence française de développement, AFD, qui a appuyé le processus d'élaboration du présent document à travers le projet SENS. Au cours de cet atelier qui durera 24 heures, le document de la politique du manuel scolaire élaboré par une commission technique mise en place par le ministère sera approprié par l'ensemble des participants. Ensuite, il sera soumis à une prévalidation. Les experts des pays membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle sont en assemblée générale depuis hier. C'est le directeur de cabinet du ministère qui a procédé au lancement officiel des travaux dans un hôtel de Cotonou. On retrouve Kano François Mbelirinto. À la faveur de la répression de la pandémie du coronavirus et de la reprise progressive des activités dans les institutions, le bureau exécutif du RAPPRO entendait Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle après une analyse de la situation sanitaire au cours de sa réunion de novembre 2020 à Niamey, a décidé de remobiliser les membres pour la relance des activités du réseau. Une tradition pour le RAPPRO de tenir une session dans l'un des pays membres pour faire le point de l'année écoulée et prendre des engagements pour le futur. Ayant pour thème central la validation des résultats de l'étude des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle et les pistes de relance de leurs activités, cette 12e Assemblée générale se déroulera en 2 phases qui nous sont précisées ici par le président du réseau, Abdou Germain Lawal. Les travaux de la 12e Assemblée générale ordinaire se dérouleront en 2 phases. L'atelier thématique et l'Assemblée générale.
L'atelier de validation de l'étude sur les effets de la crise Covid sur les institutions et fonds et les pistes de relance de leur activité qui démarrera après la pause constitue la première étape de notre rencontre de Cotonou. À la reprise des travaux et conformément au programme, les membres du réseau tiendront leur assemblée générale au cours de laquelle ils examineront aux fins d'adoption les rapports de gestion 2019-2020 ainsi que les plans d'action et budget 2021. De même, ils passeront en revue les questions diverses pour finir avec le renouvellement du bureau exécutif, lequel conduira les activités du réseau au cours des 3 prochaines années. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba, a notifié que le gouvernement du président Patrice Talon était déjà en avant-garde sur la mise en place des mesures innovantes en cette période de pandémie. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon est également en avant-garde sur votre initiative et la mise en place de mesures innovantes. Il nous faut aujourd'hui faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour rechercher les solutions et outils nécessaires en vue de s'adapter au contexte d'urgence sanitaire et d'amorcer les processus de digitalisation de nos administrations. Je souhaite vivement qu'au terme de cette Assemblée générale, une série de recommandations soit formulée à l'endroit des dirigeants des institutions et fonds de formation dans le sens d'une contribution du numérique et autres mesures à la réduction de l'impact négatif de la pandémie. Rappelons que le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAPRO a vu le jour le 26 septembre 2006 à Cotonou sous l'impulsion du FODEFK avec le soutien du Bureau international du travail. Et puis je le disais dans les titres, les ménages béninois sont confrontés depuis un moment à la flambée des prix des produits de première nécessité. Acheteurs et vendeurs vivent le calvaire dans les marchés. Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan ont fait le tour de quelques marchés pour recueillir leur ras-le-bol. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Haricot rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800, il y a 750, il y a 700. Tapioca 900, 800. Gari, il y a 350. Achaï, 450, 500. Avant, on payait le bidon d'huile à 17 000, comme ça. Mais maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Et si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000 par exemple, demain tu vas, on va te dire que mais c'est à 25 000. C'est bien qu'on ne vend pas. On ne vend plus. Tout a augmenté, franchement. Tomates, oignons, ail, poissons, même les congelés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal, le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux. Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires seules. Hein? Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes au Bénin. Nous sommes des Africains. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. Et c'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. Comment ça peut aller pour que
toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que son quinquennat sera basé sur une rota sociale. Et donc on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation par la rareté des pluies. Il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. Hors du Bénin, après 10 ans hors de son pays, la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre au Bécaye ce jeudi, accusé de crimes contre l'humanité. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale. Un retour au nom de la réconciliation est très attendu en Côte d'Ivoire. À Mama, village natal de Laurent Gbagbo, les habitants préparent le retour de l'ancien président, aujourd'hui âgé de 76 ans. Pour célébrer la fin de ses 10 ans d'absence, les routes menant au village sont nettoyées. Ses partisans tiennent des affiches à son effigie et semblent prêts à le recevoir. On va l'accueillir. On va l'accueillir comme un père. Père, c'est notre président. Quand il était ici, le village était bon. On était heureuses. On ne dort pas, ma fille. On est tous éveillés, on ne dort pas, on attend l'arrivée de Gbagbo. Un soutien toujours présent malgré une décennie passée hors des frontières ivoiriennes, dont une bonne partie en prison. Laurent Gbagbo devient président en octobre 2000 et s'accroche à son poste. Fin 2010, il n'admet pas sa défaite face à Alassane Ouattara. Un refus qui entraîne une violente crise post-électorale. Les affrontements opposent les partisans de Laurent Gbagbo à ceux d'Alassane Ouattara. Ces violences post-électorales coûtent la vie à plus de 3000 personnes. Il est arrêté en avril 2011 à Abidjan, accusé de crimes contre l'humanité, aux côtés de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. 8 mois plus tard, il est transféré au centre de détention de la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Madame la Présidente, la veille de son acquittement par la CPI, le 15 janvier 2019, une manifestation se tient en Côte d'Ivoire pour protester contre sa libération. Nous sommes là pour venir nous opposer à une quelconque libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que nous estimons qu'à partir d'un certain nombre de constats, que certains individus, une fois libérés, vont disparaître. Qu'on ne libère pas Gbagbo, parce que là, si on libère Gbagbo, nous, notre justice est vaine. Parce que là, il n'y aura plus de justice à notre égard. Donc nous, on voudrait qu'au moins ce Gbagbo soit condamné et que la loi soit dite. Voilà. Son acquittement est confirmé au mois de mars dernier et ses restrictions de déplacement sont alors révoquées. Dans un objectif de réconciliation nationale, le président Alassane Ouattara lui donne son feu vert pour rentrer en Côte d'Ivoire. Une fois connue la date de son retour, le ministre de la Réconciliation nationale appelle à l'apaisement. Nous devons réussir cet autre exercice-là de pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Des victimes de la crise post-électorale qui n'oublient pas. Elles reprochent toujours à Laurent Gbagbo d'avoir précipité la Côte d'Ivoire dans le chaos en refusant sa défaite en 2010 et dénoncent une réconciliation imposée. Le Pérou, toujours sans président après le décompte définitif des bulletins de vote, le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, est déclaré président provisoirement par la commission électorale, mais sa rivale Fujimori, fille de l'ancien président en prison, conteste les résultats. La décision issue de l'analyse des recours est donc attendue pour départager les deux candidats. Suivez ici un extrait de leur déclaration. De notre côté, nous avons dit au pays qu'il n'y a aucun type d'agression, ni administrative, ni morale, ni politique, et encore moins électorale. Je veux profiter de cette occasion pour saluer tous les compatriotes de tout le Pérou et de l'étranger qui ont défendu leur vote. Faisons-nous confiance aux organes électoraux? Oui.
Mais avant tout, nous faisons confiance à la volonté du peuple et nous savons que lorsqu'ils analyseront ces irrégularités, ils seront très probablement d'accord avec nous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.